And you're not going to go the button, probably. Page will go first. Yeah. I don't know if she can start right on time. Yeah, we're going to start with Kathleen now. See without my glasses. I was able to get them already. Restaurant. What's the title of part of the presentation? Describing All right, we're going to get started. If everyone could move in. Bon, on va recommencer. Si vous pouvez venir vous rasseoir. We're going to do part 2 of our frail elderly afternoon focus. Partie 2. So we'll start the session with Dr. Paige Morehouse again, who was introduced earlier. Alors, on va poursuivre avec Dr. Paige Moore et Mary McPherson va se joindre à nous. Marilyn McPherson va se joindre à nous avec Zoom de l'Université Maryland, Baltimore. Et ensuite, on aura une période de questions-réponses à la fin. Je suis de retour et je sais comment changer les diapositives. Alors que les gens reviennent s'asseoir, je vais vous montrer la diapositive pour... Et à la fin de la présentation, j'espère que vous allez pouvoir décrire quelle discussion on peut tenir pour améliorer la condition des patients, comprendre les limites, les désavantages, avoir une approche de prise de décision au moment opportun. Alors, lors de la première partie, j'ai parlé des points 1 jusqu'à 4 et je vais passer le reste de mon temps sur les capacités requises pour pouvoir discuter avec les patients et les preneurs de décision autour des patients. Alors, les buts dans la fragilité, on parle d'objectifs à l'urgence, des soins selon les causes. Et lorsqu'on a fait ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et le défi, ce n'est pas vraiment un objectif de soin, c'est une intervention, permettre une mort naturelle, ne pas intuber. Ce sont
des décisions basées sur des faits. Alors que les buts dans la fragilité, il faut déterminer ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors, dans cette présentation, je vais parcourir 6 étapes pour la discussion dans le domaine de la fragilité. Donc, M. B a 70 ans, il a un COPD sévère, il habite avec son épouse, il a été admis 4 fois en 3 mois et son régime alimentaire a été modifié. Il a la pneumonie et étant donné que le régime modifié alimentaire n'a pas amené d'effets positifs, on devrait peut-être l'intuber. Alors, il demande au patient quoi faire. Bien, ça va m'aider à vivre. Faites ce que vous avez à faire. Donc, première étape, réunir les preneurs de décision. Alors, je vais commencer peut-être avec une idée controversée. Et j'essaie. Ben, peut-être que vous allez reconnaître. Je sens que l'approche qu'on a dans l'autonomie, dans la médecine occidentale, est comme, bon, situation tout ou rien. Ça veut une capacité de prendre des décisions médicales. Vous prenez des décisions et toutes les autres personnes dans votre famille, dans votre cercle de soins, ce n'est pas de leurs affaires. Et si vous dites à votre médecin, je ne veux pas que vous en parlez à votre famille, c'est ce qu'on fait. Et lorsqu'on décide que vous n'avez pas la capacité de prendre des décisions, ben vous ne faites plus partie du cercle. Et c'est les autres qui font les décisions. Moi, je crois qu'on a besoin de quelque chose qui est plus nuancé, qui prend compte des aspects relationnels qui sont inhérents dans la fragilité. Et on a déjà discuté. On surestime la capacité de prendre des décisions dans de telles situations. Et ça nous absout des résultats. Bon, on se dit comme clinicien, c'est juste faire le diagnostic, vous proposer des options, vous choisissez selon vos valeurs et quel que soit le résultat, ben vous en êtes responsable parce que c'est votre décision. Mais ce qu'on ne reconnaît pas, c'est les faux équivalents qui sont créés lorsqu'on fait seulement amener des options aux patients ou à leurs partenaires. Bon, vous pouvez faire ci, cela, autre chose. Et si vous n'êtes pas vraiment bien éduqué au niveau médical, ça semble tout être des options raisonnables et se valent l'une ou l'autre. Et en tant que clinicien, on a peut-être l'expérience ou une inclinaison où on aimerait mieux recommander une option qui pourrait mieux aider le patient. Et le genre de patients qu'on rencontre dans un état de fragilité sont sous-représentés dans la documentation. Donc, ça nous exige d'extrapoler, de se fier à notre expérience en plus de la littérature scientifique pour faire des recommandations et aider dans la prise de décision. Alors, pour revenir à M. B, il a une consultation gériatrique. On a diagnostiqué un délirium et rétroactivement, c'est reconnaître que cette personne a une situation cognitive qui ressemble à une prédémence. Je dois admettre qu'il y a un patient, il y a quelques années, Donald Dole, on avait un principe Dole qui l'a créé. Il a dit, si vous achetez, non, un patient, s'il y a un problème avec les mémoires, et vous dites, répondez oui, probablement ça va. Mais s'il répond dans le négatif, probablement il y a un problème. OK, ce n'est pas une théorie parfaite, mais souvent c'est vrai parce que le manque de connaissances dans les changements cognitifs, c'est un des premiers éléments de l'aimance. Donc, il manquait de connaissances dans ce diagnostic. Il connaissait ce que c'était la démence. Et si vous avez la démence, mais si vous manquez de connaissances envers le diagnostic, vous allez moins accepter que vous l'avez et cela aura des répercussions dans vos prises de décision au niveau de la santé. Donc, une condition terminale. Alors, Mme B, son épouse, est identifiée comme la preneuse de décision et elle dit, je veux que vous faisiez tout.
Et ce qui arrive souvent en médecine, quand quelqu'un dit, ben, c'est ce que je veux, nous, on se dit, ben, je ne sais pas. L'approche était, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va y demander encore. On va envoyer quelqu'un d'autre. Peut-être on pourra avoir une réponse différente. On va poser la question différemment. Donc, on l'a approché quelques reprises. Et comme ça arrive souvent, ça l'a galvanisé dans sa position. Elle s'est retirée de la conversation. Elle a dit, ben, je ne sais pas pourquoi vous continuez à me contacter. Je vous ai dit ce que je voulais. C'est fini. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu des versions de cela dans vos pratiques cliniques. Alors, ça nous amène au fardeau de la prise de décision. C'est quelque chose, surtout lorsque ce sont d'autres qui prennent les décisions. On veut vraiment mettre l'emphase. Alors, préparer l'avance, c'est nommer un délégué, mais souvent, on ne pose pas à ces délégués. On ne demande pas à ces délégués, êtes-vous confortable, à l'aise dans cette position, surtout lorsqu'ils veulent prendre une décision par défaut, comme l'époux de la personne. Alors, les preneurs de décision, des fois, disent qu'ils sont confus, incertains, beaucoup de culpabilité. Si je prends la mauvaise décision, ben, je vais être responsable. Alors, lorsqu'il y a un plan d'avance de soins, souvent, il reçoit beaucoup d'informations, de messages conflictuels des membres de l'équipe soignant. Et souvent, ils tolèrent ou acceptent la souffrance parce qu'on leur promet qu'ils vont se sentir mieux en bout de ligne. Alors, ils doivent décider de l'intervention plutôt que décider du résultat final. Et parce que vous avez des demandes, ça ne veut pas dire que vous manquez de capacité dans votre prise de décision, mais le contraire peut être vrai. Parce que vous n'avez pas la demande ou vous ne souhaitez pas de délai, ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure d'assembler toute l'information et démontrer une appréciation de cette information et son application à la situation. Donc, on sait que lorsque les émotions sont à leur comble, bon, avoir un esprit reposé est un élément clé dans la prise de décision. Alors, ici, les gens qui doivent se substituer aux preneurs de décision, ils se retirent de la décision, ne veulent plus en parler. Et un des facteurs compliquants à ce niveau, c'est qu'on n'évalue pas la capacité de décision de la personne qui prend ces décisions à la place du patient. Alors, il faut évaluer leur capacité de participer à la conversation, d'être informé, de prendre une décision. Il faut s'assurer qu'en tant que soigné, que la personne qui prend ces décisions est bien informée. Alors, au lieu d'évaluer la capacité du patient qui prend la décision, au lieu de dire, bon, ben, on n'a pas besoin d'évaluer le substitut qui prend les décisions, ben, non, au contraire, il faut les évaluer. Alors, pour personne dans la salle qui ont la capacité de prendre des décisions, on devrait tous avoir un délégué qu'on considère être une personne qui pourra prendre des décisions pour nous. Alors, donc, vous faites partie des pièces de théâtre. Vous n'avez pas le premier rôle, vous avez un rôle secondaire. Et on vous dit, bon, allez à la maison ou vous êtes un remplaçant. Si jamais l'acteur est malade, vous viendrez le remplacer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez connaître les circonstances du théâtre, de la scène, l'éclairage, le son. Alors, on dit à la personne déléguée pour prendre des décisions, ben, restez à la maison, puis si on a besoin de vous, vous viendrez. Et ils n'ont aucune information, aucun contexte. Alors, quand vous avez un délégué, une personne, un patient dit, ben, je n'ai pas besoin de délégué, je vais prendre toutes les décisions. Ben là, je vois une opportunité de combler cette lacune, leur dire, bon, ben, c'est important d'avoir quelqu'un qui pourra vous remplacer. Aussi, dans les circonstances où il y aura des émotions fortes ou une difficulté d'adaptation, j'aimerais que le
personne déléguée de prendre des décisions est aussi un remplaçant. Donc, M. B a délégué sa femme pour prendre des décisions. Je demande à Mme B, pouvez-vous amener quelqu'un pour écouter les discussions, pour vous aider à mieux comprendre. Donc, une personne qui est peut-être un petit peu plus active et connaît bien le patient et la déléguée de prise de décision et est en posture pour bien prendre une décision aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont assumé ce rôle, se sont prêtés bénévoles pour jouer ce rôle, n'avaient aucune idée de quoi ça représentait. Alors, ils ont désigné la fille de M. B. M. B a dit, ma femme et ma fille ont peur de la mort. Et il a discuté avec sa fille. Et sa fille a dit, je ne peux pas prendre la décision. Ou Mme B ne pouvait pas prendre la décision, à savoir s'il allait vivre ou mourir. Alors, c'est bon d'avoir une troisième personne. Alors, décrire les stades et la progression de la maladie. Par exemple, votre père n'a pas un enjeu chronique, mais en a trois. Mais réunis ensemble, ça veut dire qu'il est dans un état de fragilité. Alors, vous utilisez le cycle de fragilité pour décrire cette crise de santé aiguë et proposer un rétablissement, un plan de rétablissement. Souvent, j'utilise la phrase « Il est dans le dernier chapitre de sa vie ». Je ne sais pas quelle longueur a ce chapitre, mais je veux m'assurer que pendant ce temps, on choisit les traitements, les interventions qui vont mieux supporter ses valeurs et sa qualité de vie. Aussi, je parle de qu'est-ce qui est certain. La crise de santé aiguë, les chances de rétablissement et clarifier les non-décisions. Ici, sa fille nous exprime, et souvent, les gens se sentent, la sorte ne l'exprime pas, qu'elle est dans la position de prendre une décision sur la vie ou la mort. Ce n'est pas question de vie ou de mort. C'est déterminer ce qui va se passer dans le dernier chapitre. Vous ne prenez pas une décision de vie ou de mort. C'est juste pour influencer le dernier chapitre de sa vie. Donc, on revient au niveau de fragilité. On a dit que les stades de démence s'insèrent dans ces niveaux de fragilité. Donc, votre père a un début de démence. Donc, ça peut affecter la conduite automobile ou la faculté de faire des opérations bancaires. Le prochain stade, c'est le stade modéré. Alors, il a besoin peut-être d'aide pour s'habiller ou manger sur une base quotidienne. Donc, connaître les différences entre le premier stade et le deuxième stade et connaître les différentes variétés de démence. Démence typique, Alzheimer, autres. Et chaque stade de démence dure 2-3 ans. 2-3 ans environ, selon le niveau. Et cette crise de santé aiguë peut prendre plusieurs mois avant d'en arriver avec un épisode de santé aiguë. Alors, avant de clarifier les priorités, il faut comprendre que la hiérarchie de priorités du bien-être que le patient exprime, ou peut-être les preneurs de décisions substituts, tentent de comprendre. On en a parlé dans la première session, peut-être. Symptômes, c'est l'emplacement où se trouve. Peut-être qu'ils veulent vivre pour voir un événement important qui s'en vient. Mais dans une situation de fragilité, les preneurs de décision devront choisir parmi ces priorités à un certain point. Atteindre la priorité 1 peut être en conflit de l'atteinte de la priorité B. Donc, vivre plus longtemps, ça peut impliquer plus d'inconfort. Alors, on vise à aider la personne et la personne substitut pour prendre la décision, comprendre les priorités et comprendre aussi comment un peut entrer en conflit avec l'autre. Donc, pour l'information,
recommandations en incluant de leur mentionner qui sont dans le chapitre de la vie. Il a une démence qui va évoluer, grandir avec le temps. Si on utilise le cycle de fragilité pour décrire, survivre, chaque épisode de pneumonie va l'amener à un autre niveau. Et se concentrer sur la qualité de vie. Les symptômes, c'est important, on doit le faire, mais l'introduire comme option viable et appropriée. Alors, la discussion a mené au fait que sa fille a dit, bon, la priorité, si on veut le ramener à la maison, on ne veut pas le subjuguer. Est-ce qu'il peut avoir son café matinal? C'est important pour la qualité sa qualité de vie. Et on a tenu une discussion à propos de ça. Là, on parle à sa fille. Ce n'est même pas la preneuse de décision officielle, mais elle soutient sa mère qui éprouve des difficultés à s'adapter et s'est retirée de la conversation. Donc, on a ramené ça à Mme B qui a convenu. Elle a dit, bon, ce que ma fille a dit a du sens. Je sais que vous avez déjà rencontré ça. Vous sentez qu'une personne est inconfortable dans son rôle de preneur de décision. Il cherche à avoir de l'aide. Donc, ça nous amène au point 4 sur la liste qui est déterminer quelles décisions peuvent et devraient être faites à l'avance. Et certainement, je dirais que pas toutes les décisions peuvent être prises ou devraient être prises à l'avance. Alors, comment déterminer cela? On va prendre un peu de recul, un peu dans cette cause. Madame P, à 75 ans, elle avait eu une opération il y a 8 ans et elle a eu des complications. Elle marche avec une marchette, mais elle a des douleurs chroniques. Et on voit que les appareils qu'on lui a donnés ne suffisent pas. Et elle a dit, je ne suis pas prête à retourner à la salle d'opération. Je suis allé, c'est fait. Ce que je vais vivre avec ce que j'ai. Et son chirurgien, son orthopédiste a été très conciliant. Mais 2 semaines plus tard, elle s'est fracturée une hanche. Et là, elle a commencé à développer, à souffrir de délire. Donc, les options, c'était la désarticulation ou la palliation. Et là, l'équipe a dit, bon, vous amenez à la salle d'urgence, à la salle d'opération, il faut réparer votre hanche. Elle est en délire, elle ne comprenait pas. C'est pour ça qu'on nous a appelés pour aller la voir. Donc, maintenant, ici, on a une femme, et pour les fins de l'argument, je vais dire, bon, cognitivement, elle était intacte, il n'y avait pas d'histoire de démence. Elle allait bien quand elle est allée voir son orthopédiste. Elle avait une expérience vécue avec un enjeu de santé, la salle d'opération, son rétablissement. Elle savait que ça impliquait. Elle a fait une décision informée qui était documentée, disponible à l'équipe, qui a été prise 2 semaines avant cet incident. Elle a tout coché les boîtes, les cases pour un plan de pré-soins établi. Et là, cette décision a été contraire. Elle a compris, à un moment donné, que l'opération à la hanche était importante, donc elle a accepté de se faire opérer. Alors, ce qu'il faut faire au Canada, si on regarde à travers le pays, à travers les provinces, il y a des initiatives pour aider les patients à développer leur plan de soins à l'avance. Donc, nommer un délégué et faire des prises de décision à l'avance. Donc, quand je regarde à travers le pays, ces initiatives, eh bien, souffrent d'un manque d'information envers le patient ou la patiente qui est mieux informé dans leur prise de décision ou des informations aux soignants. Et ce qui manque aussi, toute mise en garde sur la prise de décision à l'avance. Et cette citation ici du guide en Colombie-Britannique, en planifiant à l'avance, vous vous assurez que vos amis, familles et soignants vont respecter vos désirs et assurer que ces désirs sont mis en œuvre. Je pense que c'est une bonne pensée, mais ça ne reflète pas la réalité. Et je suis sûr que tout le monde dans la salle
a vécu ça, surtout quand on encourage les gens à prendre des décisions spécifiques à propos d'intervention, ou je veux pas aller en soins prolongés, ou quoi que soit le cas. Alors, comment retirer le plus de la planification à l'avance des soins? Alors, l'évaluation cognitive de la capacité des patients doit faire partie d'un plan réalisé à l'avance. Il faut aussi connaître les limites de ces plans. Et en tant que soignant, il faut influencer certains des programmes professionnels et de la façon qu'on le présente au public. On va aussi utiliser quelque chose qu'on appelle l'approche de saut. Alors, comment prendre des décisions à l'avance? Nous avons déterminé qui est le délégué substitut, et quelles sont les priorités qui peuvent entrer en conflit avec le temps. Mais on veut utiliser l'approche du saut. Il y a 2 sauts. Tout le monde a 2 sauts. Un saut vert, un saut rouge. Dans votre saut vert sont toutes les interventions qui seraient appropriées médicalement, culturellement, religieusement appropriées pour vous, étant donné ces considérations, votre fragilité et votre pronostic. Dans le saut rouge sont les interventions qui sont encore les interventions médicalement, culturellement, religieusement inappropriées, que vous avez refusées selon ces motifs. Donc, avec le temps, lorsqu'on devient plus fragile, on déplace les interventions de saut vert vers le saut rouge. Pour la plupart d'entre nous dans cette salle, il n'y a probablement rien qui serait dans le saut rouge au début. Mais alors qu'on avance dans le stade de fragilité, il y a plus d'éléments qui vont vers le saut rouge, qui deviennent inappropriés. Ils n'aideront pas finalement à atteindre les buts qu'on avait établis. Donc, on en parle. Et voici l'approche du saut. Madame P, si on revient à ce cas, elle a parlé de sa préférence, elle est informée, mais son arthroplastie serait dans le saut vert. Médicalement, chirurgicalement, c'était approprié d'avoir une arthroplastie. La raison pour laquelle elle l'a refusé à l'avance, elle pouvait s'imaginer de revivre ça une autre fois. Donc, c'est le genre de décision qu'on ne conseillerait pas aux gens de faire à l'avance. Du moins, pas moi. Donc, ça nous amène au 5e point. Ça, on ne devrait pas demander aux gens de tout planifier à l'avance. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut avoir un plan pour les décisions just in time. Alors, les décisions en temps réel, il faut donner le pouvoir aux preneurs de décision avec leur donner des capacités pour pouvoir discerner l'information. Donc, leur donner le potentiel de comprendre l'information, de construire les capacités chez les délégués de preneurs de décision et de preneurs de décision. Donc, Mme A, 83 ans, avec différentes conditions, est admise avec un PNA. Elle a des douleurs au thorax. Elle consent un cardiac cath, 3VD, et développe. Elle commence à avoir le délire. Et là, l'équipe s'inquiète parce qu'elle souffre de délire. Ils nous consultent et nous prenons le téléphone et on appelle sa fille qui vient à l'hôpital pour la première fois depuis que sa mère est admise et elle rapporte des changements dans ses fonctions qui sont cohérentes avec les premiers stades de la démence. Une évaluation qui avait été... son plan de soins à l'avance avait été préparé 3 ans avant. On avait déterminé qui allait prendre des décisions. Mais lors de cette émission, et lorsqu'elle a établi son plan de soins à l'avance, on ne sait pas trop qui était là. Mais là, elle a un plan qui ne concorde pas au contexte. Et là, le délégué de prise de décision doit travailler à l'intérieur de ce contexte moins sûr. Alors, il faut s'assurer qu'ils peuvent avoir la bonne information pour prendre leurs décisions ou faire la planification. Alors, dans notre clinique, on passe du temps avec le preneur de décision, le patient, à travailler sur une série de questions
conçu pour essayer d'aller chercher cette information lors d'une crise de santé. Et là, on dit, bon, traînez ça dans votre poche ou dans votre sacoche et sortez cette carte lorsqu'on vous posera des questions. Par exemple, quelqu'un avec une démence sévère, on peut travailler avec le scénario d'une fracture à la hanche. Revenons à Mme A. Est-ce que ces maladies, sa condition de santé est facile à traiter? Non. Comment cette fragilité va rendre le traitement risqué? Alors, on a vu dans la littérature comment les symptômes peuvent être gérés de façon sécuritaire. Ce n'est pas une norme de soins pour elle, mais peut-être le PCA, on peut explorer le PCI qui peut être une forme moins invasive et l'émergence de symptômes comportementaux à l'hôpital aussi risque de les voir renvoyer à la maison. Est-ce que ça va requérir du temps à l'hôpital? Oui. Pour combien de temps? Ça peut être assez long dans un stade modéré de démence pour une personne qui va avoir une opération. Est-ce qu'on peut les traiter à la maison avec le PCI? Ben, dans l'environnement de Mme A, avec ses enjeux chroniques, mis à part sa démence, on n'est pas sûr que ces interventions vont ajouter des années à sa vie. Et comment faire pour promouvoir le confort et la dignité dans le temps qui lui reste. Donc, elle reçoit sa PCI, elle est libérée, retourne à la maison, elle a récupéré complètement de son délire, mais a besoin d'aide pour ses activités quotidiennes. Alors, elle est arrivée 6 mois plus tard, on a détecté une masse sur l'abdomen et aussi beaucoup de fluide. Ils ont dénoté sa fragilité. Ils ont dit pas de chirurgie, mais donnons-lui des antibiotiques pour cet abcès. Et sa fille est là, ses autres enfants qui arrivent de partout du pays. Et sa fille cherche des conseils pour savoir quoi faire. Mon prochain conseil, avant de commencer la discussion sur la suite des choses, c'est important de se préparer à la discussion. Il faut reconnaître ses propres valeurs, ses préjugés, ses propres traumas et sa propre expérience avec la fin de vie. Parce que ces éléments vont être présents. Il faut réfléchir aux risques individualisés, les avantages individualisés. Il faut penser au meilleur scénario, au pire scénario pour cette intervention proposée. Quelles sont les attentes? Et est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Et offrir le contexte des décisions. Faites preuve de curiosité par rapport à votre plan de réflexion. Lorsque vous avez des patients qui ne répondent pas aux attentes de rémission, en tant qu'interniste, j'ai une tendance assez de faire de la microgestion lorsque la santé se détériore. Peut-être qu'il faut régler l'anémie, mais sans prendre un peu de recul. Est-ce que nous avons évalué la douleur totale? Il faut aussi se fier c'est-à-dire essayer de mieux comprendre la famille difficile et comprendre quels sont les facteurs qui contribuent à cet écart. Est-ce que nous avons des attentes partagées par rapport à la suite des choses, surtout avec des enfants qui vivent à distance, qui ne sont peut-être pas familiers avec le fonctionnement, les enjeux de démence, contrairement à un enfant adulte qui vit dans la même ville? Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences préalables quant à la maladie grave et le décès? Est-ce qu'il y a de la méfiance envers le système médical? Est-ce qu'il y a un déni ou la difficulté d'acceptation? Il y avait un monsieur aux soins aigus, il avait une crise cardiaque, il était en dialyse, il était intubé, il était aux soins intensifs, mais la fille disait, il faut continuer, il fallait tout faire. L'équipe d'urgence leur a parlé. On n'a pas dit qu'on était là pour éteindre la machine, mais on voulait comprendre la situation. On a une discussion prolongée avec la fille. La fille a dit, mon père était un homme horrible et j'ai peur que si je ne poursuis pas ces traitements, il n'aura pas l'opportunité de se réveiller et de demander pardon pour ses péchés avant de mourir.
Donc, il y avait peut-être une opportunité pardon, j'ai dit peut-être en tant que fille, vous pouvez repentir pour ses péchés à son nom. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Elle est en mesure de le faire. Mais c'est seulement en explorant ces facteurs que nous avons pu savoir ces choses sur ce cas-là. Le soutien durant la crise de santé. Il faut accepter son rôle de soutien émotionnel, ce qui vient souvent avec la crise aiguë de santé. Les attentes envers l'avenir sont remises en question et sont en péril. Les personnes sont souvent très attristées. Une partie de notre rôle est d'appuyer ce caractère émotionnel. Comme vous l'avez sûrement vécu en soins palliatifs, cette crise de santé aiguë rassemble toute la famille ensemble et fait ressortir des éléments, des traumatismes et des dynamiques familiales qui ne font pas surface régulièrement. En tant que clinicien, il faut explorer ces éléments. J'ai créé cette présentation pour des internes. J'ai dit l'intervention dans le dernier chapitre de la vie, surtout la transition vers la mort, et joue un rôle important dans la façon de regarder le legs et les prochains soins en fin de vie. Ça va changer comment ils vont regarder la maladie et la mort. Qu'on l'aime ou non, on aide des personnes à créer ce récit, que ce soit délibéré ou que ce soit par omission. Voici certains conseils encore. Soyez conséquents. Regardez les attentes de l'équipe. Ce n'est pas suffisant de juste penser à votre compréhension de la fragilité. Il faut rencontrer toute l'équipe. Autrement, vous allez voir le boost sur le plateau de nourriture tous les jours. La fille va penser, s'il n'y a pas la boisson boost, ma mère ne va pas se remettre. Ou le physiothérapeute qui dit à la patiente qu'elle doit marcher, sinon on ne peut pas retourner à la maison, mais peut-être que la patiente ne retournera jamais à la maison. Il faut être patient pour permettre aux familles de faire leur deuil et de pouvoir prendre ces décisions. Familiarisez-vous avec le modèle de prise de décision partagée. Lorsque vous voyez les personnes qui se retirent de la conversation et ne veulent pas entendre l'information, c'est un signe de gestion maladaptative. Il faut offrir un espace de recommandation. Et ce n'est pas seulement du paternalisme pour le paternalisme, c'est plutôt basé sur la compassion et l'humanité. Nous avons rencontré la famille, on a dit que la chirurgie n'était pas recommandée. Nous avons regardé aussi les antibiotiques intraveineux. On s'est dit, quel serait le dommage de ça? Mais dans le meilleur des cas, ça pourrait prolonger la vie de Mme A à l'hôpital. Elle ne peut pas retourner à la maison sans antibiotiques. Et on sait que les antibiotiques en intraveineuse ne vont pas éradiquer un grand abcès. C'est plutôt un traitement compensatoire, mais ça ne mène nulle part. Ça peut peut-être malheureusement prolonger sa souffrance. Sa famille a demandé du temps pour discuter de ces antibiotiques intraveineux. On a dit, s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté ici avec la décision, dites-le. C'est le moment d'en parler. Nous avons recommandé de regarder le confort et la démédicalisation. Nous avons fait un suivi avec l'équipe de chirurgie, l'équipe de soins infirmiers et les soins de physiothérapie. Dernier conseil, pratiquer. Pas seulement dire, si vous avez une minute, quand vous êtes dans la salle du patient qui a l'appendice, pouvez-vous enlever l'appendice? Je suis pas formé pour enlever l'appendice, mais les compétences pour une bonne planification de soins, c'est tout aussi spécialisé. Il faut autant de pratique pour avoir ces compétences de planification de soins. Au lieu de penser que le cardiologue devrait régler ses objectifs de soins, évidemment, le cardiologue va se concentrer sur les enjeux de cardiologie et nous allons nous attaquer aux enjeux plus globaux de soins. Nous allons rassembler les décideurs pour la discussion. Nous allons offrir de l'information. Nous allons mettre en lumière les priorités. Nous allons déterminer les décisions qui peuvent être prises à l'avance. Nous allons avoir un plan pour les décisions au moment opportun. Tout récemment, j'ai eu l'opportunité de co-diriger
une initiative dans la province. Nous voulions une meilleure approche quant aux objectifs de soins. En améliorant le formulaire, peut-être que les personnes pourraient donner plus de contexte dans la documentation sur les objectifs de soins. On a posé la question sur la raison de la conversation. Est-ce que c'est pour la planification? Est-ce qu'il y a une crise de santé aiguë? Est-ce qu'il y a une admission? Quelles sont les priorités des patients à les différents niveaux d'intervention, soit le résultat du formulaire? On a fait la perspective du patient. Comment le patient pourrait décrire chacun de ces niveaux de soins? C2, qui est seulement un soin de confort. Gardez-moi confortable et ne retardez pas ma mort. C1, c'est différent. J'accepte les traitements, mais pas au dépend de mon confort immédiat. Et quel type de traitement d'intervention ne pourrait pas et pourrait peut-être être offert dans cette situation? Nous avons aussi offert à l'endo du formulaire des pistes de réflexion pour penser au fardeau des autres maladies chroniques vécues. Des questions sur le changement de fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu des visites à l'urgence? Quelle est la durabilité des organisations de santé? On a laissé aussi beaucoup de place pour décrire la conversation et qui était présent. Nous avons aussi un code QR en bas. Les médecins qui n'ont jamais utilisé le guide de bibliothèque peuvent au moins s'en servir s'ils cherchent d'autres sources. En résumé, les conversations sur les objectifs de soins dans les cas de fragilité sont complexes. Il faut s'assurer que l'état de base est précis, y compris l'état de base cognitif. Il faut intégrer les concepts de rétablissement incomplet de souffrance dans les discussions et plaider pour les résultats fonctionnels et les mesures de fragilité, explorer les rôles sous-évalués des médecins. Si vous voulez en savoir plus sur le programme PATH, vous trouverez le lien dans la présentation. Nous allons demander à professeur McPherson de se joindre par Zoom. Gardez les questions pour la fin. Bonjour, je suis prête à continuer, mais vous allez devoir me donner la permission de partager mon écran. Vous m'entendez, j'espère? Nous vous entendons. Quelqu'un doit m'accorder la permission de partager mon écran. Okay, now we're cooking with gas. D'accord, ça fonctionne. Je suis Mary McPherson. Je suis professeure à l'École de pharmacie de l'Université du Maryland. Je suis directrice de programme de nos études de deuxième cycle en soins palliatifs. Nous avons un certificat, une maîtrise et aussi un doctorat en philosophie en soins palliatifs. Je pratique en soins palliatifs et en centre de soins longue durée. Je n'ai rien à déclarer comme conflit d'intérêts. Voici mes objectifs d'apprentissage. Nous allons parler d'une approche systématique à la déprescription. Je parlais de la déprescription dans les syndromes métaboliques et l'Alzheimer. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de se rendre jusqu'à la fin. Vous avez aussi la diapo sur la déprescription des anticoagulants. C'est une des décisions les plus difficiles. Professeur McPherson, je vous interromps un instant. Est-ce que vous partagez le bon écran? Parce que nous voyons seulement un écran noir. Permettez-moi de recommencer, mais je crois que je partage la bonne présentation. Let me try it again. Do you see the deprescribing slides now? Est-ce que vous voyez ma diapositive? Non. Nous voyons un écran noir qui nous indique que j'ai commencé le partage. Je vais m'informer auprès des informaticiens. I'll try it again while
What do you see now? Still the black screen? Voyez-vous encore seulement un écran noir? Non, il est gris. On voit votre bureau. Je ne sais pas quoi dire. I'm selecting exactly the slide presentation. It must be a technology error. Je présume que c'est une erreur technologique. Still the same? Yep, nothing's changed. Oui, c'est encore le même Why don't problème. I just talk and then hopefully the IT Je people can pourrais commencer ma provide some présentation. insight. J'espère So, que les techniciens pourront régler le problème. first thing is, what is Tout d'abord, polypharmacy? And je why vais should parler we de care about it? So polypharmacie. the literature provides La several littérature definitions. Is offre it différentes two or définitions. a patient taking 2 or more drugs at the Est-ce que ce same sont des time, patients 5 qui or prennent more, 2 9 or médicaments ou more? plus, 5 ou plus, And I 9 ou also had a plus? pharmacy student once who thought Un polypharmacy étudiant meant a en patient who pharmacie went to more pensait than one que pharmacy. polypharmacie voulait dire un But patient qui generally, allait the à plus d'une accepted pharmacie. definition is Mais someone la taking 5 or définition more généralement acceptée, medications c'est un concurrently. patient qui prend 5 So, médicaments ou what plus is simultanément. Be able to email, Professeur McPherson, est-ce que vous pouvez the IT envoyer people your slides to vos them so they'll be able to work diapos it out? par courriel aux Enter techniciens? in the chat box, IT people? Je demande aux techniciens d'ajouter leur adresse courriel dans le clavardage pour que je puisse envoyer mes diapos. All right, they're on their way. J'ai envoyé ma présentation. And in the meantime, you can continue and we'll Entre-temps, vous put pouvez the slides up continuer. as Nous soon as we can, allons we'll let you know. afficher les diapositives le plus rapidement All right, possible. so if Je you look at vais the vous en aviser. prevalence of polypharmacy, at least Regardons in the la United States, prévalence de from polypharmacie 1999 to the aux year États-Unis 2000, de it was 1999 about à 2000. 8.2% of the C'est à peu près population. But if you look at 8,2 a de la decade population. later, it was Une up to décennie plus tard, 15% of the ça population. représente And if we look at 15% de la polypharmacy in population. Et la long-term care, polypharmacie, dans les 91% soins de longue of the durée, residents were taking more than 91% 5 des medications, résidents prenaient plus de 5 médicaments, 74% taking 9 or 74% more, prenaient and 9 médicaments de plus et 65% taking 65% 10 or more. prenaient That is a 10 ou lot of plus. medications. Ça fait And we beaucoup know de the médicaments. consequences of Nous polypharmacy: connaissons les conséquences frailty, de la dementia, polypharmacie, la cognitive fragilité, decline, la démence, le disability, déclin cognitif, hospitalization, and l'invalidité, increased mortality. l'hospitalisation et And then when l'augmentation you de la consider mortalité. that's Ensuite, pretty lorsqu'on much in older considère adults, que when c'est you chez les consider adultes plus âgés, superimposing lorsqu'on an end-of-life superpose illness, une you've got the maladie de issue fin de of vie, il y a all the l'enjeu side effects that they may des have, plus effets the indésirables cumulative anticholinergic burden, the et le sedation burden, fardeau disease cumulatif, associated, les maladies age-associated, pharmacokinetic associées and pharmacodynamic changes. aux changements So you would think that pharmacocinétiques. as people approach the end of the road, Alors they que les would be taking personnes arrivent en fewer fin de vie, on s'attendrait à ce que les medications. personnes But prennent sad moins de to say, médicaments. this is not the case. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Data has shown that Les average données démontrent results que les show résultats during the moyens year before démontraient death, dans l'année avant le percentage of décès, patients un taking 10 pourcentage or de more personnes qui medications prennent 10 increased médicaments en from plus ont 30% augmenté de to 30% 47%. à That's insane. 47%. In C'est a incroyable. retrospective study of C'est over fou. 500 Dans older notre nursing étude home residents in rétrospective, Sydney, Australia, dans looked at the différents changes in CHSLD à prescribing Sydney of en both Australie, symptomatic nous avons and regardé preventative medications in the last year of life. l'incidence de prise de Overall, there médicaments was not a en big change, dernière and we vie de did vie. Il see n'y a a pas un slight grand increase changement. in On a vu une symptom management augmentation drugs and a dans les reduction médicaments in de gestion de disease symptômes prevention drugs. et une But at the réduction time des of death, médicaments pour prévenir la interestingly, maladie. Mais au moment du 1/3 of décès, un patients had tiers des actually patients prescribed avaient antithrombotic agents, des agents antihypertensives, and thrombotiques osteoporosis medications. And I think prescrits this last et fact is the aussi one that des just I can't médicaments believe. contre Got l'ostéoporose. 179 patients in the last week 179 of life patients dans leur in dernière either a semaine de vie, hospital, soit a en hospice, or at hôpital, home in the dans Netherlands. un They looked at the mean number centre of de soins medications ou ailleurs. used per Ils ont patient, regardé le and it nombre was 9 médian de on day médicaments pris 7 par before death. They were les taking patients 9 étaient à different 9 drugs a médicaments day, différents par 1 week jour, before they une died. semaine And avant le hold on to décès. that. 30% of these 30 patients de ces received patients a ont reçu preventative medication des on the médicaments day préventifs of death. Good grief. What are the leur consequences of jour that? de décès. Qu'est-ce qu'on essaie de So if prévenir? polypharmacy is the problem, what's Si the la solution? Well, some people call it polypharmacologie est the le problème, geriatrician quelle est salute. Some la people call solution? it medication de-intensification, On and appelle most ça commonly we refer to souvent this as deprescribing. la déprescription. Deprescribing is La defined as déprescription the se définit process comme of étant le withdrawal processus of an inappropriate d'arrêt supervised by a healthcare d'un médicament professional inapproprié with the supervisé goal of par managing un professionnel de la polypharmacy santé and improving dans outcomes. l'objectif de Now, gérer la here lately, I've polypharmacie. been calling this goal concordant care. J'appelle So it seems like ça des deprescribing has a bit soins of a negative concordants connotation. So if we avec can les objectifs. prescribe, in conjunction with the Si on patient's peut goals of care, I think prescrire this en 50%, fonction this des is a objectifs de win-win. santé
eh bien, tout le monde y est gagnant. Selon les sondages auprès des patients, des prescripteurs, si nous regardons les patients, sondage après sondage, on démontre que la majorité des patients seraient corrects à réduire au moins un des médicaments au plus. Surtout si le professionnel de la santé est d'accord, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans un centre de soins longue durée. Un chercheur australien veut regarder les bénéficiaires de l'assurance maladie aux États-Unis. Elle avait sondé 2000 personnes. Elle leur avait demandé de répondre. Si le médecin avait dit que c'était possible, je serais prêt à arrêter un médicament ou plus. 92 étaient très en accord ou en accord avec la déclaration. Qu'en est-il des professionnels de la santé? Les médecins sont pour cette approche. 75 ont déclaré qu'ils ont une confiance générale dans leur capacité de déprescrire, y compris des médicaments de prévention, et ils seraient prêts à arrêter un médicament selon la ligne directrice. Très peu seraient réticents à déprescrire un médicament prescrit par un autre professionnel lorsque le patient ou le soignant veut continuer les médicaments. Il y a des obstacles. Comment peut-on aborder la déprescription? Premièrement, il y a un modèle ou un cadre qui est une approche de prise de décision. C'est un peu comme une mentalité. Il faut considérer différentes variables, notamment quels sont les objectifs de soins du patient. Quel est le moment de bénéfice du médicament? Si quelqu'un a une maladie mortelle, et on pense à commencer la prise d'un médicament, il faut se dire, ça va prendre combien de temps avant de voir l'avantage ou le bénéfice de ce médicament? Pour la douleur, on donne la morphine, on ressent tout de suite en une demi-heure, c'est correct. Si ça prend quelques années pour que le médicament fasse ses effets, eh bien, ce n'est pas très judicieux. On doit regarder aussi l'espérance de vie ou l'effet de longue durée pour les syndromes métaboliques. Je pensais l'effet légué, un peu comme l'ostéoporose. Lorsque quelqu'un prend un médicament contre l'ostéoporose pendant 5 ans et s'arrête, il n'y a pas d'augmentation de fracture. Parfois, nous avons un effet de legs ou d'héritage. Il faut regarder toute la liste de médicaments et il faut considérer l'état clinique du patient, des considérations d'évaluation, déterminer si on peut déprescrire. Ensuite, il y a une liste de médicaments qu'on peut penser à enlever. On s'excuse, Marilyn, nous avons les diapositives, mais nous ne savons pas à quelle diapositive vous êtes. Je crois que vous êtes à la diapo 9. Je suis à la diapositive 10. Demandez-nous d'avancer les diapos pour vous et nous le ferons. Parfait, merci. Sur la diapo 10, c'est écrit « Faisons-le, comment doit-on le faire? » Enfin, nous avons des directives qui sont par rapport à des médicaments. Des directives pour déprescrire un médicament, que ce soit un anticoagulant ou peu importe le médicament, il faut déterminer si ce médicament peut être déprescrit. C'est important de savoir comment déprescrire. Est-ce qu'on doit l'arrêter progressivement, l'arrêter d'un coup? Quelles sont les discussions nécessaires avec la famille? Qu'est-ce qu'on doit surveiller après qu'on arrête un médicament en plus pour voir si la personne a un effet dans son état de santé pour lequel on avait prescrit le médicament? Vous devrez voir le penseur ici. Donc, le modèle ou le cadre de travail, c'est un peu comme la vue très générale à 20 000 pieds. C'est un modèle général pour cette prise de décision. C'est une transformation de soigner des personnes qui ne vivent pas avec une maladie terminale et d'avoir un état d'esprit. Lorsque j'ai un étudiant en médecine, ils vont citer quelqu'un par rapport à la mesure de sanguine. Vous savez, cette personne est très malade. Et elle sera transférée bientôt aux soins de fin de vie. Est-ce que vous allez vraiment utiliser le même seuil? J'ai dit peut-être que le patient va durer une semaine. J'ai dit peut-être qu'il reste juste une semaine à vivre. Je vais vous dire un peu plus tard ce qu'on a comme ligne directrice, mais il faut considérer tous ces éléments. De regarder la liste entière de médicaments. J'aime MedStopper comme outil. Il y a aussi un autre outil, vous connaissez peut-être la liste Beer. Il y a aussi DPharm. Ces outils permettent de regarder toute la liste de médicaments et de prioriser les médicaments à déprescrire. La priorisation est importante
À moins que ce soit juste des tomes ou de la vitamine C, vous pouvez les arrêter d'un coup. Mais normalement, si vous arrêtez plus d'un médicament et il y a un effet négatif, comment allez-vous trouver quel était le médicament blâmé? Si vous regardez l'ensemble du régime de médicaments, vous allez peser les avantages, les inconvénients des médicaments et vous allez considérer si le médicament aide le patient à réaliser les objectifs de soins. Évidemment, nous devons considérer les avantages et les fardeaux des traitements. Ce qui est important d'avoir une approche par algorithme ou par étape. Étape 2. Vous connaissez peut-être les critères d'arrêt, de reprise en regardant les médicaments qu'on envisage arrêter et quels médicaments qu'il faudrait commencer. Et regarder les patients en fin de vie. La première catégorie, c'est en général tous les médicaments qu'un patient ne prend pas de façon constante. S'il ne les prend pas de façon constante, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin. Ou il n'y a pas d'indication clinique claire pour la prise de ces médicaments. Peut-être qu'avant, il y avait des symptômes, mais les symptômes sont améliorés. Il y a la catégorie B à J qui se divise dans les différents systèmes du corps. Un patient avec des antécédents cardiaques, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces médicaments? On ne dit pas de tout arrêter automatiquement, mais c'est une série de questions à se poser. Si une personne prend du statin, nous pourrions l'arrêter, mais l'aspirine, les autres médicaments, comme vous pouvez voir, qui peuvent être considérés arrêtés. Prochaine diapo, les outils qui sont propres à la médicament. C'est disponible à deprescribing.org. Ils sont de l'information très utile. Ici, on a comme une fiche aide-mémoire pour déprescrire des médicaments antiglycémiques. Les antipsychotiques, on l'a pour les différentes conditions à droite. Et à l'arrière des fiches, on a d'autres informations. Vous pouvez imprimer la fiche en couleur, vous pouvez la lamer, vous pouvez l'amener partout. Ce sont des bonnes fiches aide-mémoire qui comportent beaucoup de littérature scientifique pour les justifier. Ensuite, je vais parler de syndrome métabolique. Syndrome métabolique, de quoi s'agit-il? Il s'agit de plusieurs facteurs de risque qui augmentent le risque de maladies cardiaques, de diabète, d'ACV et autres problèmes de santé. Selon l'Association du cœur des États-Unis, à peu près un tiers de tous les adultes sont atteints de syndrome métabolique. Techniquement, pour être diagnostiqué avec un syndrome métabolique, il faudra 3 des 5 facteurs de risque suivants, tels que promulgués par le NCEPATP. Si vous êtes en forme d'une pomme, c'est ce que vous cherchez. Si vous avez 2 des facteurs suivants, soit avoir une augmentation de triglycérides, un traitement de ceci, une réduction d'HDL, cholestérol, le traitement de celui-ci, une augmentation de la pression artérielle, le traitement de celui-ci, ou aussi une augmentation de la glycémie ou le traitement de celui-ci. Voici le cas de M. Herndon. Il a 76 ans. Il a été admis dans le centre de soins longue durée avec un cancer des poumons. Stade 4, il a des conditions de comorbidité, de diabète de type 2, l'hypertension, il a de la maladie rénale chronique, stade 4, dyslipidémie. Il a été fumeur. Voici ce qu'il prend. Il prend atorvastatine, metformine ER, 1000 mg pour son diabète, Lantus, insuline, 20 unités au moment qu'il se couche, l'insuline Volog, l'hypospirine, un multivitamine avec du fer, l'acétaminophène, 2 cachets de 650 mg, MS Contin, Roxanol 10 mg et du Senna. Je pense qu'on a un peu de marge de manœuvre lorsqu'on considère ce régime. M. Herndon mesure 5 pieds 10, il pèse 165 livres, il a perdu 10 livres depuis son diagnostic. Sa circonférence de taille de 34 pouces.
Je ne sais même pas s'il a encore de syndrome métabolique. Prochaine diapo. J'espère que vous voyez M. Herndon. Il utilise rarement l'échelle évolutive d'insuline novolog. De plus, il se plaint des symptômes occasionnellement. Dans le centre de soins longue durée, on a eu les données d'il y a 6 mois et il est à 6,9 en dessous de l'objectif. Lorsqu'il est assis, sa pression artérielle est de 120/70. Lorsqu'il se lève, il se sent étourdi. Lorsqu'on pense à réduire son régime de médicaments, il se frustre et dit non, mon cardiologue et mon médecin me disent que je dois prendre ces médicaments jusqu'à ma mort. Est-ce que vous me dites que je vais mourir demain? Vous voulez toujours ébranler les choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Regardons ces différents médicaments. Les multivitamines avec fer, je m'en débarrasserai. Les suppléments vitaminés ne sont pas nécessaires, à moins d'avoir un mauvais régime alimentaire. Il a perdu 100 livres. Je ne m'inquiéterai plus des effets indésirables de la prise de multivitamines avec fer, comme la nausée. Mais s'il veut vraiment continuer d'en prendre et ça n'aggrave pas sa constipation, ça ne donne pas de nausée, je m'inquiéterais peut-être du fer pourrait rendre ses selles un peu plus foncées. Mais s'il veut vraiment poursuivre sa prise de multivitamines et ça ne cause pas de problème, on va dire, bon, on va s'attarder aux multivitamines par la suite. Qu'en est-il des analgésiques et des laxatifs? Aux Pays-Bas, lorsque quelqu'un a un cancer, du moins c'était vrai par avant, on leur donnait de l'acétaminophène tous les jours, peu importe le nombre d'opioïdes qu'on leur administrait. On se dit on doit tracer une limite. Lorsque l'acétaminophène n'apporte rien de plus que ce qu'offrent les opioïdes, selon la recherche, c'est à peu près 60 à 70 mg par jour. Lorsqu'on prend 60 à 70 mg par jour de morphine, on ne peut pas dire la différence avec ou sans acétaminophène. Dans certains cas, cette personne va prendre un opioïde pour une douleur viscérale. Ils vont peut-être avoir des maux de tête et peut-être que l'acétaminophène s'attarde mieux aux maux de tête. Encore une fois, si le patient pense que l'acétaminophène offre un soulagement, je me dirais, bon, est-ce qu'il y a une maladie hépatique ou est-ce qu'il y a des antécédents d'alcoolisme? Est-ce que la morphine contrôle la douleur? Et est-ce que c'est suffisant pour garder l'état de fonctionnement? Il faut regarder le temps à l'avantage. Quel est le temps que ça prend pour ressentir les avantages observés dans des études de personnes traitées par des médicaments avec des témoins. Il y a aussi l'effet leg qui va continuer après l'étude. Regardons l'hypertension, qui est le tueur silencieux. Quelle est la question? Quelle est exactement la pression artérielle idéale? C'est moins de 130/80, y compris les personnes de 65 ans qui sont ambulatoires et vivent dans la communauté. Le groupe européen dit que c'est moins de 140/90. Les lignes directrices du Royaume-Uni, c'est moins de 150/90. Si c'est un patient en forme de 80 ans et moins, aux États-Unis, on pense que c'est 150 pour les adultes ou 60 pour les patients qui ont des antécédents d'ACV. Pour les patients avec les métabloqueurs, le métropole à 100 mg par jour, on va leur dire se tenir pour un systolique à 190, 60 en diastolique. Essentiellement, on veut que les patients prennent sa tension artérielle chaque jour et décider si on doit continuer le médicament. Je pense que pour les bêta-bloqueurs, il ne faut pas jouer aux devinettes. Serait-il pas logique de réduire la dose du médicament? Quel est le temps de bénéfice pour l'hypertension? Ça prend 2 à 5 ans. Et est-ce qu'il y a un effet de longue durée? 37 des patients sont restés normaux 6 mois après le traitement. 26 des patients après 2 ans. C'est incroyable. Et nous savons que les trajectoires de pression artérielle durant les 14 dernières années de la vie vont décliner graduellement.
Be careful of prescribing cascade. This is still important. Faites attention de ne pas Where prescrire you see people en using cascade. drugs to treat C'est drug très use important. defects. So, for example, Alors, ceux qui prescrivent des ordonnances pour soulager d'autres ordonnances qu'ils ont prescrites. so then the prescriber orders a loop diuretic like Alors, furosemide, par bumetanide, exemple. torsemide, and then that causes electrolyte derangements or the developing incontinence. So now you have to have maybe potassium, maybe Alors, il magnesium faut avoir du supplement, potassium, and then they may du start wanting magnésium, un anticholinergics supplément. for incontinence. Next slide. Et là, il faut What do the guidelines say? une médication So I'm not pour gonna do this to death, but all the la continence. guidelines say, Alors, you toutes know, les maybe directives it disent, should be bon, the blood peut-être pressure blood should be a little bit la higher. pression artérielle devrait être un petit peu Certainly plus avoiding some élevée, drugs, in éviter particular for certains overdose, médicaments, like the alpha-1 surtout blockers, the les bloqueurs centrally alpha 1, active agonists are important. alpha actif, The l'agnès, European c'est group important. says Le groupe if européen somebody dit, has a prognosis si of quelqu'un less a than un 3 pronostic months, de moins de 3 diuretics mois, outside of the les loops diurétiques maybe are questionable. sont Don't really start the questionnables. other drugs like ACE Commencez inhibitor, pas les ARB, autres and so forth. médicaments comme les Questionable inhibiteurs. value for the rest. Valeur questionnable pour le I reste. do think if someone has Je heart crois que si failure, quelqu'un this is a common clinical thing we see. a Someone has heart failure, défaillance they're cardiaque, on a bunch of drugs for their heart failure, and their blood ils pressure's starting to prennent déjà spike. beaucoup de médicaments We will et peel leur these pression off, and baisse. we do follow On an va order. We look at comorbid conditions, enlever des and couches, on suit un ordre, on regarde des if someone is retaining fluid, the conditions de diuretic is the comorbidité. last to go, because people really feel icky when they're retaining fluid. Euh, Pulling the trigger. So again, as I just said, you want to Aussi, evaluate comorbid conditions like if the patient also has AFib, si on évalue des maybe conditions consider the comorbides, blocker or the non-dihydropyridine s'il y a une inhibitor. fibrillation For heart failure, atriale, or probably the loops un may be bloqueur the last. bêta ou non, Gradually withdraw the beta hydrophridine blockers, especially peut être actin alpha profitable pour les agonists. deux. Some nurses I work with, if you can't Défaillance remember cardiaque, for every drug assez that you can stop it cold, ou or you have to taper, diurétique as a general rule, anything that messes with peut your être bon head pour or les your deux. heart, I would probably taper. And again, very important. I think Elle est most très people importante. don't La think plupart about des this. gens n'y pensent Monitoring pas. for withdrawal effects. So Suivre les beta effets blockers, you can see angina, lorsqu'on anxiety, MI, palpitations, enlève des central médicaments, acting drugs, les agitation, bêta-bloqueurs, palpitations. l'angine, And l'anxiété, les again, palpitations. target a blood pressure that's reasonable, like Et 150 over 90. Like symptoms are unlikely viser to be with blood pressure des of cibles 180 qui sont over 100. atteignables, 150 sur But we don't 90. want target organ damage. Next slide. So how do we have this conversation Alors, with comment Mr. Herndon? tenir cette conversation avec M. Herndon? He's having Une side chose, effects right il now. a des effets secondaires présentement. His blood pressure is low normal, Sa pression and artérielle he's est basse, complaining of mais pas orthostasis. normale. So, which one Et il is se tough, plaint the Synopro or the amlodipine? d'orthotèse. Consideration, plus he's lost 100 pounds, Il a perdu 100 so his livres, blood pressure has donc sa naturally pression declined. artérielle So I say, a let's stop diminué. the amlodipine, it's only 5 Naturellement, alors on dit milligrams. on va Not arrêter very much drug, and then l'amlodipine, we'll reevaluate. And I would bet juste the 5 farm, mg. chances are good. Et In a few days, we can reduce the lisinopril to 5, and then probably in a dans week or quelques so, jours, on va maybe pouvoir le we can stop réduire, that être as well. capable But you have the conversations that you de have with the prévenir le patient, tout. Mais la the conversation que family, vous avez avec le patient, critically important. la famille, Reassure est the très patient. importante. Next slide. Rassurer le patient. Look at the slide of cheeseburger and fries. Who's hungry? Who's with me? Qui a I faim? don't care about no Qui est avec stinking moi? cholesterol. Next slide. Je me fous du cholestérol. Dyslipidemia Prochaine certainly diapo. increases the risk for ASCVD, Bon, ça augmente le risque pour la SCVD, que ce soit des événements cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou des maladies vasculaires périphériques. and the goal of therapy is to Le prevent but, morbidity c'est and de mortality prévenir as listed here. la morbidité, What's the la time to mortalité. benefit, a year or longer? Quels sont les A little bénéfices stage shorter follow-up dans un an, acute plus coronary event. ou I will skip to the plus end qu'un here, an? but we have a Je vais sauter à la fin. who comes to Lorsqu'on a un us patient on qui nous vient therapy for dyslipidemia, and they've had avec a la heart attack or a thérapie stroke in the last et 6 ils ont months, une crise we're gonna try to cardiaque continue that therapy. dans les derniers 6 mois, on va poursuivre cette thérapie. Published, and there's this beautiful Il y a les documents Kaplan-Meier, publiés. graph Et showing il y a people un who were on a tableau statin before their heart qui attack montre and then took it right after les their gens qui ont pris ça people who were on avant it le crise before but cardiaque, did not ils l'ont take it. pris après. People who were not on it before but did start after their heart attack, or people who were not on it before and not on it after, and they tracked survival. Et And it was just as you would expect. The people who had c'est already comme been on on it continued their s'attendait, highest, people who had never and les did gens not take it qui were ne the l'avaient worst jamais case pris scenario. So we can generally représentaient say les that pires 2 to 5 scénarios. years for Donc, MI 2 à protection, 5 2 ans years to impact all-cause mortality, and 4 to 5 years for stroke pour une prevention. protection AMI, 2 Recent ans meta-analysis showed a legacy effect on all-cause pour mortality and cardiovascular affecter toutes les causes de mortalité, 4-5 ans and prevention. pour Next les slide. ACV. Atorvastatin. I'm sure everyone has heard of this study by Atorvastatin. Jane Cutner. She looked at almost 400 L'étude de patients Kotner who were qui a within a year étudié of death 400 where their pays à l'intérieur d'un an de leur mort où leur physician physicien said dit surprise question. pour And in fact, répondre would à not be cette surprised if they died within
question surprise. Je ne serais pas surpris qu'il va être mort d'ici un an. Alors, ils ont pris l'artovastatin. D'après moi, c'est une vraie étude mondiale, ceci se penche sur ce qui importe pour nous. Donc, il n'y avait pas de différence statistique. Alors, ceux qui ont arrêté artovastatin, 60% sont morts à l'intérieur de 60 jours. Ceux qui l'ont continué, c'est intéressant. Plus de personnes sont mortes à l'intérieur de 60 jours. Et le temps moyen pour atteindre la mort était 190 jours. Ceux qui n'ont pas pris, c'était 229 jours. Donc, une étude sur les effets de ce médicament. Ils ont regardé l'étude 8 ans plus tard, les patients qui avaient pris ce médicament. Les directives, encore là, je ne vous lirai pas, c'est assez cohérent. Prévention primaire. On voit l'information conflictuelle pour les patients âgés de plus de 75 ans. Généralement, c'est mieux de discontinuer la thérapie pour les patients avec une espérance de vie de moins de 1 ou 2 années. Prévention secondaire. Les faits démontrent que c'est profitable. De avoir cette thérapie avant. M. Herndon, félicitations pour avoir pris ce médicament toutes ces années. Ça semble vous avoir profité parce que vous n'avez pas eu d'attaque ou de crise. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cherche a démontré que les avantages que vous avez à avoir pris ce médicament toute cette année, c'est comme mettre de l'argent en banque. Et même si on continue, on arrête de prendre ce médicament maintenant, vous allez continuer à récolter les avantages. La recherche a aussi démontré que même s'il n'y a pas un risque accru de crise cardiaque, et son diabète. Je pense que le titre de ce diapo révèle ma position. Regardez, le diabète augmente en prévalence aux États-Unis. En 2019, 11,3 % de la population l'avait et juste 37 millions de personnes l'avaient, mais juste 28 millions de personnes étaient au courant qu'ils l'avaient. Donc, on voit ça chez les gens âgés de 65 et plus. 29 % de ces personnes en souffrent. Et aussi les essais DCCT, un essai au début des années 90 qui regardait des patients avec du diabète de type 1, étaient divisés en 2 groupes. Un avait un contrôle serré, des injections quotidiennes d'insuline ou avait une pompe d'insuline. Ils parlaient à leur équipe de santé chaque semaine. Et le contrôle régulier, prenaient leurs médicaments, mais rencontraient leur équipe de santé aux 3 mois. Dans les 2 groupes, on a noté des complications hâtives. Donc, avec le groupe qui contrôlait de façon plus serrée, il y avait 42 % de réduction dans le développement de complications. Et ceux qui avaient déjà des complications avaient des progressions plus lentes. C'était des bonnes nouvelles. Alors, ça démontrait que ces contrôles ont des effets sur les complications. Je n'ai pas parlé de complications vasculaires, crise cardiaque. Alors, on regarde ces gens. Ils sont allés voir ces gens 17 ans après avoir commencé ces essais. Alors, la plupart avaient ceux qui avaient 42 % de réduction de risque dans tout événement cardiovasculaire et 57 % de réduction de risque
What does the ADA say? They talk about Qu'est-ce que l'Association des diabètes dit? Bon, pour les adultes en santé, il y a peu de mots chroniques. Leur fonction cognitive et fonctionnelle est intacte. Alors, si le patient devient un petit peu plus malade, un petit peu moins que 8 entre 90 et 150, et les autres, ben, éviter les symptômes d'hypoglycémie et donnez-leur entre 100 et 180 mg. 250 sont asymptomatiques et près de la fin. Si vous essayez de mourir très rapidement, allez-vous chercher la frapper. Je ne dirai pas ça, mais ça vous montre l'Association des diabètes de l'Amérique. Desprescrire.org a des informations sur réduire les ordonnances. Anti-hyperglycémie, M. a le diabète depuis plusieurs années et est sur la métformin, 2 comprimés par jour, 1000 mg. Metformin, c'est pour les patients avec des maladies de reins chroniques, stade 4. Alors, on va se débarrasser du metformin. Le neurologue, il n'utilise pas, mais il se pique le doigt 4 fois par année. Moi, je dis, débarrassons-nous-en. Et le dentiste, il va falloir voir comment ça va lorsqu'on a enlevé le metformin et le neurologue. Et lorsqu'on va savoir, ben, là, on décidera à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit, M. Herndon? Toutes ces années, il a surveillé son régime, a pris ses médications, a suivi son BG. Et maintenant, il met de l'argent en bas. Maintenant, il peut délier les rênes un peu et il peut retirer ses profits, sécuriser dans la connaissance que ses risques de diabète et ses complications sont plus bas. Ah, on est d'accord, on va arrêter le metformin et le neurologue. Maintenant, discussion. À chaque fois, combien de fréquences qu'il faudrait vérifier son sucre, son niveau de sucre? Même si vous avez 200, si vous êtes asymptomatique, ça va. Et peut-être qu'on peut réduire le dosage de l'antidote et l'arrêter à un certain point, mais encore là, se piquer 4 fois par jour n'est pas très palliatif. Prochaine diapo. Donc, la conversation. M. Herndon, vous méritez beaucoup de crédit pour avoir suivi votre régime et toute votre médication pour le diabète pour toutes ces années. Et comme la recherche a démontré, le meilleur contrôle, plus tôt qu'on peut commencer, ça peut réduire les complications plus tard dans la vie. Vous n'utilisez pas le neurologue parce que votre niveau de sucre n'est pas assez élevé. Vous avez perdu beaucoup de poids parce que vous ne mangez pas comme vous le faisiez auparavant. Bon, même si vous avez des maladies des reins, il faut arrêter le métformin pour ne pas avoir des effets secondaires. Alors, arrêtons le métformin et le neurologue. On va suivre votre niveau de glucose au cours de la semaine. Là, on va décider qu'est-ce qu'on va faire avec le dentiste. Entre-temps, arrêtez de vous piquer le doigt. Alors, je montre toujours ces diapos à mes étudiants. Ils disent, bon, mais il ment. Pourquoi? Non. Nous, avec votre famille, on va en discuter avec votre médecin. Pensez à les syndromes métaboliques. J'aimerais parler 5 à 10 minutes sur la maladie d'Alzheimer, parce qu'on utilise aussi tous ces médicaments. Maladie d'Alzheimer, plusieurs en ont parlé. Une cause commune de la démence. Il y a un déclin des facultés, déclin cognitif, fonctionnel, et cela affecte la qualité de vie. Donc, les traitements encore là, non pharmacologiques. Et j'ai vu TikTok l'autre jour. L'importance de l'activité physique, renforcer les jambes et vos mains au cas que vous perdez l'équilibre et vous êtes capable d'amoindrir votre chute. Aussi, faire des casse-têtes et aussi gérer les conditions de comorbidité. Alors, les inhibiteurs
And in the U.S., at least, we have the combination. And we have the new drug now, which Il y a un nouvel quite the médicament, aducanumab. It's a Aducanumab, monoclonal antibody, and people are very un upset that anticorps. it got approved by the FDA. Il y en a qui sont It wasn't pas really contents que based on c'est approuvé par le clinical evidence, so the FDA FDA et is ce n'est mandating the pas drug company do fondé trial sur on des animals. résultats. Next slide. So here we have poor Judy, a 78-year-old woman. She's Ici, following une along. femme de She has 78 breast ans, cancer, hypertension, dyslipidemia, cancer du EGAF, sein, Alzheimer's. She's a fast 17. Alzheimer. She lives with her daughter, Elle Laura, habite in avec sa Maryland, femme and her son Frederick is a lawyer et who son lives in fils California. Frédéric So I live est un in avocat. Maryland, coast of the United States, and that's always the case that the other adult child Et c'est toujours generally le is cas. on the West Coast, and they're always a doctor or a lawyer. Les They're enfants always very opinionated, and I'm very vivent tempted to loin, say, instead of sont telling un my brother médecin, to freak out ont and run away, de fortes why opinions, should vivent their loin. mom? But that's just me. Next slide. Et là, ils charlent beaucoup, mais là, aujourd'hui, souvent, ben, vous devriez aller vous occuper de votre mère. Lisinopril, atorvastatin, warfarin, multivitamin, iron, Donc, calcium, voici la liste de vitamin D. médicaments Every hospice patient that they get. So when you suggest slimming qu'on down lui on the donne. meds, Laura's on the Alors, board, quand but vous Frederick does réduisez not. les médicaments, Pull her off. Any issues here? I should say so. Next slide. So the cholinesterase inhibitors, they're generic now, so they're not that expensive. But Les- the cholinesterase inhibitors are indicated for promouvoir mild, moderate, and some cases severe. les sens cognitifs. Dementia, and the memantine is from moderate to severe. Next slide. On voit le nom des So you médicaments. all know the FAST criteria to get into hospice. In Alors, the les US, you have to critères be pour at entrer dans step un 7. hospice, il faut être au stade This is 7 a study aux everybody États-Unis. wants you to say, "See, these drugs do work Ici, in ces médicaments moderate to severe dementia." So fonctionnent let's take a pour look. la démence Howard and colleagues looked at almost 300 modérée à children sévère. moderate to severe Alzheimer's disease patients treated with donepezil for at least 3 months. Alors, les patients So coming traités into the study, they had Mini-Mental scores between 5 and 13, avec and then donepezil they pendant followed 3 mois. 2 weeks. They stratified them by study center, because this is a multi-center trial. How long they've been getting Alors, donepezil c'est sur prior des to the essais dans trial, plusieurs which is centres. 3 to 6 months or 6 Les months essais or durent de greater. 3 à Their 6 baseline mois. Mini-Mental of 5 to 9 versus 10 to 13, Ligne de 10 years. référence So people were randomized to either donepezil alone, memantine 5, alone, 9 both drugs together, or just et 10, placebo, 13. just placebo. Next slide. I like their outcome. They Et looked j'aime at the Mini-Mental state score. les and they résultats. decided On that a regarde clinically important difference le was pointage scored 1.4 MMSE points or greater avec un pointage de higher than the 1.4 comparator. And we've all had families say, plus élevé "Look, que I le know that comparateur. Tyler got the shot, but Alors, on she's sait que easier sa for me to handle when she's on faculté these drugs." cognitive So Howard and colleagues said, ne "All vont right, pas bien, mais le plus very facile à good. gérer avec Physical ces activity médicaments. daily living scale." And they said a clinically important Et test là, on a scoring mesuré 3.5 le and niveau greater, d'incidence sur lower ces than activités comparator. The lower the quotidiennes. score, the better the patient is. So what did we see? Next slide. So we're Alors, qu'est-ce qu'on looking voit? at donepezil, memantine for moderate to severe. I've reminded Donepezil you puis la of what are mémantine the clinically pour important des conditions modérées à lines in the sévères. sand, so to speak. When they looked at everybody who Donc, got on a regardé donepezil toutes les versus personnes everybody who did qui ont not. eu donepezil That met the mark for clinical comparé à ceux importance qui ne l'ont pas eu. using the Mini-Mental state exam. On voit que The plus que le VA pointage did est not bas, make the mark at all, whether it plus was que the c'est efficace. donepezil people or the memantine people. And when it was just memantine, not make the mark for clinical importance Alors, looking at the Mini-Mental state exam. ça n'a Next pas slide. différé de Now, façon this is significative. very important. Le This prochain, is c'est where très they said, important. you know how we did the sub-analysis of Vous savez comment on a fait la people who analyse came de into this trial personnes with a Mini-Mental between 5 and 9 qui, versus 10 to 13. à la So fin we de did ces that essais, because, you know, we've already ont voted pris memantine off the island. So now ce we're just médicament looking vers la at the fin Mini-Mental de l'essai. score for the people who had donepezil. If their Mini-Mental was between 10 and 13, it was 2.6. And Si le absolutely, MSE that's the est entre requirement 10 for et clinical 13, ben le importance. The people who had pointage 5 and était 9 2,6, mais did les not. gens They entre did 5 not. et So 9, only people with a Mini-Mental score of 10 or higher met the mark. Next slide. I love this slide. This slide was done by J'aime ce Reisberg, diapo. the dude who came up with the FAST criteria. If you look at the second line, Il faut regarder la GDS deuxième fast ligne. stage, all the way to the right, you can see À, stage 7. à droite, on voit le stade 7. If you go to the bottom, Où est rendu the notre next patient? Si bottom on va is là à la the Mini-Mental fin, state score. So he's saying, le what's your MM, fast le seven pointage probably has a MME, Mini-Mental of 0. I don't know if that's true or not. Maybe they'll get a un couple pointage de points. 0. If Je you ne sais know pas what si they're c'est vrai. not, they Peut-être are qu'ils not méritent 10 une to coupe de points. 13. Mais ils ne So seront I moins think pas this is à pretty good 10, evidence that, you know, à we 13. probably can let these go. Next slide. Voilà. Adverse effects, memantine is not Les too faits bad, but you can see side effects. néfastes, The cholinesterase inhibitors, a lot of Amphétamine, nausea, particularly that 23 milligrams étourdissement, of maux de awful. tête, So a confusion, lot of GI constipation, symptoms, insomnia, fatigue, muscle GI, cramps, la and they do nausée, carry a warning. vomissement, Cholinesterase diarrhée, inhibitors anorexie. may have vagotomic Inhibiteur effects on the peut avoir SAT des effets nodes, vagotoniques manifesting in greater sur parts of arc block. And you can see, if you les look at nodes
atrioventriculaire et sinotrial. Plus élevé chez ceux qui prennent des inhibiteurs. Alors, selon moi, les médicaments pour démence sont plus nocifs dans la maladie avancée. Je ne pense pas qu'ils devraient être utilisés dans la phase 7, à moins d'amener des avantages. Alors, s'ils ont un cancer du poumon et l'Alzheimer, c'est peut-être un phase 6. Alors, il faut décider selon le cas. Et on ne veut pas de réapparition de symptômes. Et aussi montrer à la famille qu'à vraisemblablement, le patient n'aura pas d'exacerbation. Est-ce que Frédéric achète ce que vous vendez? Non, ce n'est pas le cas. Alors, voici un protocole d'infirmière pour tenir des conversations à propos de mauvaises nouvelles, l'environnement, la perception, l'invitation, connaissance, émotion et résumer votre recommandation. Voici, on parcourt le protocole SPIKE. Alors, un endroit, surveiller la perception, invitation. Connaissance, qu'est-ce que vous connaissez à propos de la médication, les émotions, et aussi, lorsqu'on les évite, on leur demande à quel point vous voulez être informé. Votre mère souffre d'Alzheimer depuis plusieurs années, vous m'avez dit 1 an. Elle savait qui vous étiez. Elle était capable de monter le marche. Là, en dépit de prendre ses médicaments, au cours de la dernière année, elle a continué de décliner. Voyez-vous ça aussi? Là, il peut y avoir une réponse émotive. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec sa réponse émotive, mais au moins la reconnaître, être empathique. Je peux voir que vous êtes très fâché à propos de cela. Je ne lirai pas cela, mais ce sont les directives, comme les directives australiennes. C'est l'information. Si on se rend à l'Université de Sydney, ils ont réalisé du très bon travail à ce niveau. Prochaine diapo. Et voici la carte. Donc, pour conclure, des prescrits fait partie de la continuité de la prescription. Vous allez les évaluer, penser à des variables et choisir le meilleur médicament. Vous pouvez l'essayer, doser le médicament, décider de quoi faire, décider si vous allez continuer, si vous rencontrez votre objectif ou l'arrêter. Alors, il faut toujours peser les avantages de prescrire une ordonnance avec les patients. Et converser avec eux, c'est très important. Je n'ai pas le temps de faire l'anticoagulation, mais vous avez les diapositives. Alors, des décisions à prendre selon les cas. Et la fibrillation, je vous donne cette information. Utilisation de médicaments jusqu'à la fin de leur vie. Vous pouvez utiliser ce tableau, mais cette image ici. Et la clé du château, c'est un processus de réflexion qui sait quoi faire avec les médicaments, que ce soit un anticoagulant ou non. Donc, cela conclut ma présentation. Merci. Merci. On est désolé des problèmes techniques, ça coupait souvent. On a quelques questions en ligne, mais il nous reste juste 3 minutes et demie. Donc, s'excuse. Ça nous permet de poser 2 questions. Première question, comment suggérez-vous qu'on importe l'évaluation de capacité dans une évaluation de soins palliatifs? J'ai vu tellement de variants dans les niveaux à lesquels les soins palliatifs, les groupes, les secteurs, les départements s'engagent à des conversations pour fixer des buts où on essaie d'équilibrer des traitements médicaux ou amener juste du confort aux patients. Chaque fois qu'on demande aux patients de prendre des décisions,
majeur sur la gestion de la maladie. Il faut s'assurer, et ça n'a pas besoin d'être une évaluation formelle, il faut juste s'assurer que leur compréhension de la maladie est précise et ils comprennent bien quels sont les avantages et les désavantages. Donc, vous évaluez les capacités. Limitez ça à leur capacité de prendre une décision. Il ne faut pas élargir ça sur toutes les décisions médicales à prendre. Il faut garder ça simple. J'espère que ça répond à votre question. Merci. La prochaine question. Pour tous les conférenciers, est-ce qu'il y a des outils pour aider la prise de décision, pour ne pas prescrire, déprescrire les coagulants? Le président, l'année dernière, a fait une étude sur des personnes qui ont été admises dans des hospices. Elle a calculé les pointages. C'était pas mal égal. Quand on regarde les CHADVAS, vous savez tous les facteurs de risque, les 12 points, tous les points. Vous avez 12 de chances d'avoir une crise par année, mais lorsque vous regardez les hospices, où la durée de séjour, moyenne de séjour et anticoagulant, le réduit de 2 tiers. Alors, regardez le document sur la gestion de risque. C'est excellent. Merci. Je pense qu'on n'a pas le temps pour d'autres questions, mais j'aimerais vous laisser savoir que les diapositives, l'information de tous les conférenciers vont faire partie de notre système sous peu. Merci.